Entre moins 60 000 et moins 11 000, sommets et vallées vosgiennes ont connu la dernière grande glaciation. Le défrichement par le feu atteste la présence progressive mais régulière de l'homme entre moins 18 000 et moins 4 000. La déforestation démarre vraiment avec l'âge du bronze et se poursuit à l'âge du fer de façon plus intense avec la croissance du premier pastoralisme sur les hautes chaumes des Vosges. Il en va de même pour les vallées, dont les traces archéologiques donnent la même chronologie. À la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, lorsque les Romains se glorifient de l'exploitation du sapin des Vosges, c'est déjà une activité humaine bien établie. Le paysage, que l'on a sous les yeux en ce début du XXIe siècle, a varié au fil des siècles, liant aléas climatiques et présences humaines, enjeux seigneuriaux et économie agricole. Contrairement à un certain nombre d'idées reçues, l'étagement forestier a lourdement varié à l'époque médiévale. Les espèces ont elles aussi évolué avec le temps. Si la hêtraie sapinière d'altitude reste primordiale, elle progresse et recule en fonction de la pression pastorale qui, elle-même, varie en fonction du nombre de bêtes et des périodes de troubles politiques et militaires. Dans les vallées, sous l'impulsion des grandes abbayes, le défrichement s'amorce dès le Xe siècle. Dans les secteurs d'exploitation, des mines de cuivre et d'argent, la forêt disparaît complètement des versants à la fin du XVIe siècle. La pression pastorale est à son apogée entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle. La production fromagère est alors comparée à celle de gruyère et de parmesan, et les agronomes qualifient le massif des Vosges de véritables boules de graisse. Imaginez, dans les pâturages des vallées et des sommets, le foisonnement des troupeaux. Les bagarres pour la possession du grand pâturage sommital du Tanais au Ballon d'Alsace sont permanentes entre grands seigneurs et entre abbayes bénédictines, celles de Münster, de Murbach et de Remiremont. Entre le XIIIe et le XVIe siècle, les autorités seigneuriales n'auront de cesse de tenter de réglementer non seulement le bon usage des prairies d'altitude, mais plus généralement la maîtrise des moyens de production, comme les moulins qui fleurissent ici dès le XIIe siècle, la pente et la force hydraulique donnant le tempo. Moulins à grains au XIIe siècle, à temps au XIIIe siècle, puis à papier à la fin du XVe siècle, sans oublier les fameuses scieries qui apparaissent dès la fin du XIIIe siècle. Les progrès de l'agriculture en montagne n'évitent pas les périodes de disette, encore fréquentes au début du XVIIIe siècle, les céréales étant de faibles rendements sur des sols tout à la fois pauvres et peu travaillés car peu profonds. Après la guerre de 30 ans, 1618-1648, qui marque profondément les esprits, l'introduction de la pomme de terre donne un véritable sursaut à la démographie dans la montagne, rapidement soumise au versement de la dîme. Entre 1720 et 1780, la population du massif voit son effectif doubler. La physionomie des villages s'en trouve changée. Cette formidable croissance économique est amplifiée par le développement de l'artisanat. La reconstruction, qui suit les années de guerre du XVIIe siècle, et la croissance démographique, concourent à la transformation des entreprises traditionnelles en ateliers, en particulier dans le textile, et à l'apparition du métier d'ouvrier paysan. Le développement de la première révolution industrielle en Angleterre touche les périphéries du massif des Vosges dès les années 1740, avec les manufacturiers de Mulhouse qui sauront exploiter la force hydraulique des vallées et une main-d'œuvre abondante, déjà rompue à l'artisanat textile. Vers 1760, les premiers ateliers voient le jour et préfigurent les grandes manufactures de la fin du siècle dans les années précédant la Révolution, comme à Vesserlin. Dès lors, et pour près de 2 siècles,
les vallées du massif des Vosges vont connaître un second bouleversement tant économique que démographique. Si les grands défrichements des Xe et XIIIe siècles ont marqué durablement l'écosystème forestier, agropastoral et hydraulique, les paysages forestiers disparaissent en grande partie sous le poids de la présence humaine. Avec les deux révolutions industrielles, celle de 1720 à 1780, puis celle des années 1860 à 1920, marquée par l'arrivée du chemin de fer et de l'électricité, les vallées et les sommets connaissent une nouvelle phase d'anthropisation bien plus prégnante sur les paysages qu'elles signent pour des décennies. L'industrialisation des vallées vosgiennes, tant alsaciennes que lorraines, au sein de villages souvent entièrement recomposés, est tangible par la silhouette de l'usine ou de bâtiments dédiés à l'industrie textile. Le village croît en nombre de nouveaux habitants venus par l'immigration, qui s'amplifie à partir des années 1880. De nouvelles rues se construisent avec des quartiers entiers bâtis de cités ouvrières, de maisons des ingénieurs et des châteaux patronaux. Cette grande période de construction et de bouleversement modifie non seulement l'aspect urbain des villages, mais aussi sa composition sociale. La guerre de 1870-1871 a vu l'arrivée sur le versant lorrain des Vosges des Alsaciens optant pour la France, mais aussi les premiers flux massifs d'immigrants provenant d'autres régions de France et par-delà des Alpes, d'Italie. De bourgs ruraux, les villages des vallées vosgiennes du XVIIIe siècle deviennent de petites villes de montagne, doublant, voire quadruplant la population d'antan. Ce brassage perdure durant tout le XXe siècle jusque dans les années 1970, avec les premiers immigrés issus de la décolonisation nord-africaine. Cette période de l'industrialisation est aussi celle de la naissance des lieux de villégiature de la montagne vosgienne. Dès le Second Empire, Plombières et Bussang, Münster et Gérardmer deviennent des lieux élégants pour la grande bourgeoisie commerçante et industrielle. La mode du chalet, importé de Suisse, s'installe entre la vallée des lacs de Gérardmer et la jolie vallée de Münster. En 1860, le col de la Schlucht et sa route est inauguré par Napoléon III lui-même. Des hôtels sont progressivement construits dans les deux vallées, où le train emmène à la fois excursionnistes et randonneurs qui, de là, peuvent atteindre la Schlucht en tramway tant du côté allemand Münster que du côté français Gérardmer. Le temps est venu des premiers ski-clubs qui lancent avec les armées les premières compétitions de ski. Mais le massif des Vosges sert aussi de champ de bataille au cours des deux guerres mondiales. Le front Est s'y fixe pour 4 années entre 1914 et 1918, créant entre autres des infrastructures comme la célèbre route des Crêtes pour servir de desserte aux positions françaises face au front allemand. Ce sont bien sûr les destructions des villes et villages au-delà des tranchées creusées dans de multiples lieux du front de montagne qui marquent durablement le paysage chaotique des forêts et des crêtes. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, en octobre et novembre 1944, le massif sur le versant lorrain, ligne d'arrêt décidée par les nazis, subit de lourdes destructions urbaines et industrielles, générant de vastes reconfigurations urbanistiques à l'aube des années 1950. De la Bresse à Saint-Dié, tout comme le site de la Schlucht, lui-même meurtri durant l'hiver 1944-1945. Les reconstructions des années 1950 voient s'installer durablement le béton, au détriment de la pierre et du bois, ce qui change encore la physionomie des villages et des villes du massif, avec de larges infrastructures pour faire circuler les automobiles et les poids lourds. Le décollage du tourisme de masse dans le massif des Vosges, initié en 1936, juste avant la guerre par les congés payés, connaît une envolée spectaculaire dans les années 1960. Des centres de vacances et des stations de ski grand public,
des lieux de villégiature relativement bon marché, exercent une véritable attraction sur les citadins et les classes populaires. De grands équipements sont implantés avec la création de la station de ski de la Bresse ou les reconfigurations du lac Blanc et du lac de Gérardmer. Les questions du réchauffement climatique interrogent aujourd'hui sur le devenir de tels équipements. La désindustrialisation des années 1970-1990 donne à nombre de vallées vosgiennes la nostalgie de l'époque où le textile régnait en maître. Or, la reconfiguration des friches industrielles offre de nouveaux espaces à urbaniser qui réinterrogent, par un développement plus soutenable, le mode d'urbanisation qui, dans les années 1980-2000, a dénaturé bon nombre de périphéries villageoises et urbaines. Construire, en réorganisant les espaces montagnards des vallées, est un vaste défi pour les versants du massif et pour les générations futures. Le massif des Vosges reste le massif le plus peuplé de France, avec, en ses périphéries immédiates, près de 10 millions d'habitants.